C'est le jeudi, le jour du débrief de l'ActuTech dans Smartech. J'ai avec moi déjà en plateau Anne Cousin, avocate associée chez Herald. Bonjour Anne, merci beaucoup de participer à ce commentaire de l'ActuTech. Gilles Babinet va nous rejoindre, mais aujourd'hui c'est jour de grève, donc bon, on a encore sa place vacante. J'espère qu'il va pouvoir arriver à temps. Et en attendant, on va s'intéresser à une nouvelle méthode, une méthode qu'on nous présente comme unique, c'est ce qu'on va voir, pour reforester beaucoup plus rapidement que ce qu'on fait d'ordinaire. C'est l'interview avec Adrien Pagès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Morpho. Vous nous parlez donc d'une méthode unique qui permet de reforester jusqu'à 50 hectares par jour, soit 50 fois plus rapidement qu'une solution de reforestation classique. Exactement. Comment ça marche? Comment on fait pour arriver à cette vitesse? Alors l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir une solution complète de restauration. Donc on vient non seulement accélérer les opérations en utilisant des drones pour planter, via un système d'encapsulation de semences, et on vient larguer ces capsules avec nos drones, ce qui nous permet d'atteindre cette vitesse de 50 hectares par jour. Mais c'est aussi... Donc ça veut dire que sur le terrain, très concrètement, il n'y a plus personne? Alors non. On ne peut pas totalement remplacer les gens et ce n'est pas l'objectif. L'objectif de notre solution, c'est au lieu de planter une dizaine d'hectares par jour, on va être capable de planter des milliers d'hectares par jour avec ces mêmes personnes, voire avec plus de personnes. Simplement, on répartit le travail dans la collecte de semences qui est essentielle si on veut passer à l'échelle. Et les semences forestières, ça ne se trouve pas comme ça. Mais aussi dans le suivi. C'est-à-dire que planter une forêt, c'est la suivre correctement. Et il peut se passer énormément de choses. Donc nous, on a un suivi analytique, mais aussi il faut des gens pour suivre ces forêts. Et donc on crée de la valeur là où il en faut. Alors on va peut-être reprendre étape par étape. Oui. Donc on va commencer par la collecte de semences. Comment ça se fait aujourd'hui et qu'est-ce que vous proposez, vous? Alors la collecte de semences aujourd'hui, soit ça se fait pas trop, soit ça se fait en fait de manière artisanale, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont collecter les semences dans la forêt, sachant que nous on travaille en zone tropicale, donc c'est encore plus le cas, et qu'on travaille avec une grande diversité d'essences. Il faut énormément de types d'arbres. Donc on vient collecter dans la forêt et on ne peut pas prendre toutes les semences dans la forêt comme ça, il y a des méthodes. Et donc l'idée, c'est de mettre plus de personnes pour collecter plus de semences, mais de manière responsable. Donc finalement, créer des emplois à ce niveau-là. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient booster, créer des réseaux pour augmenter les collectes de semences. Donc des réseaux là, humains? Des réseaux humains, oui, tout à fait. D'accord. Donc en fait, c'est là ce que vous apportez, c'est une organisation finalement autour de la collecte. Une organisation, un savoir-faire, et puis après finalement des règles, des méthodes. Parce que voilà, on peut pas, il ne s'agit pas simplement d'aller attraper un fruit et puis de le replanter. Il y a 2-3 techniques. Voilà. D'accord. Donc une fois qu'on a la semence, il faut pouvoir aller la planter. Alors c'est ça. Mais alors du coup, pour la planter, il faut être capable de l'étudier. Enfin, il faut l'étudier d'abord, parce qu'effectivement, chaque semence ne réagit pas de la même manière. Donc il faut savoir finalement comment je vais faire pour faire germer cette semence. Est-ce qu'elle va être adaptée au sol sur lequel je vais la planter? Puis éventuellement, est-ce qu'elle va être adaptée aux différents climats dans lesquels je vais la planter? Et aux différentes essences avec lesquelles je vais la planter. Bon, une fois qu'on a fait ça... alors ça, cette analyse, comment vous procédez? Alors ça, on a un laboratoire. Alors on travaille avec des laboratoires publics, donc au Brésil et en France, avec lesquels on fait de la recherche, on met en place des tests. Et puis après, en fait, on rentre ça dans notre laboratoire à nous. Et alors là, notre laboratoire, on fait tout un tas de tests sur des centaines d'essences pour justement mieux les comprendre et engranger... Donc vous créez une base de données? On crée une base de données, exactement. Une base de données assez poussée. D'accord, qui est en open data, à laquelle tout le monde peut accéder? Alors ça, c'est une super bonne question. Effectivement, alors l'objectif, nous, de notre entreprise, c'est de dire toutes ces données qu'on est en train d'accumuler aujourd'hui, c'est des données qui ont une valeur pour tous, et pas uniquement pour Morpho. Oui. Exactement. Après, on est quand même une entreprise. Donc l'objectif, c'est... Comment vous valorisez ces données? C'est ça votre question? Exactement. Ouais. L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de pouvoir en partager un maximum pour que ce soit utile au plus grand nombre, et tout en ayant une valeur pour notre société. Donc là, ça va se faire via le biais notamment de publications scientifiques. Il n'y en a pas qui sont parues encore, puisque la société est quand même jeune, il faut quand même un petit peu de temps avant de faire des publications scientifiques. Mais c'est vraiment l'objectif, c'est de partager au plus grand nombre ces données, et notamment les partager aux scientifiques avec lesquels on collabore, parce que pour eux, ça leur permet aussi d'aller plus vite. Et nous, on travaille sur des sujets sur lesquels ils ne travailleraient pas, ou à des échelles sur lesquelles ils ne travailleraient pas. Et des bases comme ça, aujourd'hui, on n'en trouve pas? Des bases de données disponibles, à partir desquelles vous auriez pu déjà commencer aussi à travailler? Alors, nous, on les connaît, ces bases de données. En fait, on travaille déjà, une partie des données sont déjà existantes, mais ce qu'il faut voir, c'est que nous, on travaille sur des biomes, donc des écosystèmes très spécifiques, et sur ces écosystèmes, on vient planter une très grande diversité. Ce qui fait que là où il y a 5, 6, 7 essences qui ont été étudiées, nous, on va en étudier 150. Ouais.
et on va en intégrer des nouvelles. Et l'objectif, justement, c'est d'accroître la connaissance sur ces écosystèmes, parce que si vous voulez restaurer une forêt, notamment en milieu tropical, il va falloir étudier énormément d'essences, et c'est très très complexe. Donc il faut vraiment Donc là, un vrai travail. il faut avoir de la capacité de calcul, des data scientists qui savent manipuler des données. C'est-à-dire que vous rentrez dans le champ des, si je puis dire, le champ des agritech. Alors c'est ça, alors on appelle ça le pôle agritech d'ailleurs. Ouais. Mais en fait, c'est d'un côté, c'est des ingénieurs agronomes et des forestiers qui font pousser. On fait pousser les plantes, et on étudie leur comportement, leur état de santé, leur niveau de croissance, l'état de santé des sols, etc. Bon, puis aussi on fait de la microbiologie, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails. Et après on a un autre pôle qui là, effectivement, on rentre là-dedans, qui fait donc de la data science. Et là c'est de l'analyse d'imagerie drone, d'imagerie satellite pour suivre, pour analyser les sols avant de planter, et puis pour suivre les plantations sur le long terme. Alors, on va reprendre les étapes, puisqu'avant le suivi, donc, il y a quand même la plantation. Donc là, vous nous dites, aujourd'hui, nous, on a des drones qui sont capables, en fait, de planter, enfin, de laisser tomber. Donc, ce sont des capsules, c'est ça, qui contiennent des semences. C'est ça. Alors, du coup, l'idée, c'est qu'on a un catalogue de semences. On vient ensuite analyser les terrains sur lesquels on vient planter. Ouais. Et cette analyse de terrain nous permet de comprendre quels sont les sols de surface, la topographie, l'hydrographie. Et on combine ces données pour créer des schémas de plantation. Donc l'idée, c'est de dire, d'accord, on va aller planter 1000 hectares de surface, mais ces 1000 hectares ne sont pas uniformes, ne sont pas homogènes. Donc il faut qu'on puisse adapter notre plantation. Et quand on dit adapter notre plantation, c'est adapter la densité, c'est adapter aussi du coup les schémas, et puis aussi adapter le mix d'essences qu'on vient planter. Donc en gros, d'un mètre carré à un autre mètre carré, même si je grossis un peu le trait, on ne plante pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que ça marche. Et comment on plantait jusqu'ici? Comment on replantait des arbres? Et comment vous y prenez? Et alors justement, jusqu'à maintenant, on plantait manuellement. Manuellement. La plantation par plan, ou sinon la plantation par semi direct, c'est-à-dire je jette les graines. Ouais. Mais ça marche pas très bien de jeter les graines, et la plantation par plan fait qu'on ne peut pas accéder à toutes les zones. On ne plante généralement que des arbres, et puis c'est un travail qui est extrêmement pénible, extrêmement long, et souvent en fait il n'y a pas assez de gens pour le faire. Donc nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient utiliser les drones. Et les drones, l'avantage du drone, c'est que le drone va partout, extrêmement rapidement, et il plante de manière précise. Les schémas de plantation qu'on a réalisés... Ils sont pilotés à distance, ou ils ont déjà leur plan de vol et ils sont en automatique? Ils sont automatiques. Le drone est automatique, il y a toujours un pilote, parce que si jamais il y a un problème, il faut qu'il y ait un pilote, c'est obligatoire. Mais le drone vole tout seul, et vole en suivant nos schémas. Donc on sait exactement ce qu'on a planté, et après on peut suivre correctement. Et la capsule, du coup là-dedans, elle permet justement... si on lâchait les graines comme ça ne marcherait pas. Mais par contre, la capsule, elle nous permet de pré-germer les graines, c'est-à-dire que les graines commencent à pousser, à germer, et elle vient protéger les semences, elle vient leur fournir des nutriments et des ressources hydriques, ce qui est essentiel sur les premiers stades de croissance. Elle vient aussi introduire dans la capsule des micro-organismes. Donc là, en fait, c'est des champignons, des bactéries qui sont naturellement présents dans les sols, mais souvent dans les sols dégradés, il y en a moins. Et ces champignons, ces bactéries rentrent en symbiose avec les plantes. Et ces symbioses-là vont permettre aux plantes de pousser plus rapidement et d'être plus résilientes. Et ensuite, cette capsule s'auto-détruit, se dégrade, et les racines de l'arbre peuvent prendre toutes seules. En fait, elle est naturelle. Il n'y a pas besoin d'intervention humaine. Non, elle est naturelle, cette capsule. Donc, en fait, cette capsule, c'est un substrat de culture. Donc, la plante pousse. Elle pourrait ne pousser que dans la capsule, mais il y a un moment, elle serait un petit peu limitée. Et l'idée, c'est que justement, elle fasse une connexion avec le sol, et la capsule disparaît totalement. Impressionnant. Et alors ça, donc vous recréez des forêts finalement. Vous nous parlez de milieu tropical. Vous ne faites pas du tout en France? On n'a pas besoin aujourd'hui de replanter des arbres en France? Alors là, en France, on est quand même en discussion avec quelques acteurs, puisque y a la forêt française évolue. Je pense et puis il y a pas mal de problématiques, de feux, de maladies, dépérissements, puis de dérèglements climatiques. Donc, mais aujourd'hui, effectivement, nos solutions peuvent être appliquées, notamment post-incendie. Parce que là, on peut intervenir extrêmement rapidement, sachant que c'est des moments on a vu que l'été dernier... Exactement, où il faut planter, en fait, dans ces moments-là. Donc nous, on peut intervenir à ces moments-là. On peut intervenir aussi pour, justement, diversifier nos forêts. Des forêts de monoculture, on peut rajouter des essences qui seront adaptées. Mais alors, pour le faire, qu'est-ce qui vous manque? Disons que... Alors, aujourd'hui, on parle avec des acteurs qui sont intéressés pour le faire. Ce sont qui, vos interlocuteurs? Alors là, c'est des grands groupes forestiers, ou des grands syndicats forestiers. Mais c'est vrai qu'on a eu un gros focus sur les zones tropicales. Et je dirais, la discussion, ça tourne autour de quoi, du coup? Alors non, pas forcément. C'est plutôt que, finalement, avant de mettre en place un projet, il faut réaliser toutes les analyses que j'ai pu évoquer auparavant. Et qu'aujourd'hui, nous, on est très concentrés sur les zones tropicales.
parce que les enjeux sont essentiels dans ces Donc c'est zones-là. plutôt de votre côté que ça peut prendre du temps, c'est-à-dire c'est une question C'est plutôt de notre côté, c'est un choix de priorité. d'adaptation finalement de... En fait, c'est un choix de priorité. Ouais. C'est-à-dire que nous, notre solution, elle est conçue pour aller sur n'importe quelle zone dans le monde. On a aussi fait des tests pour des zones sahéliennes, on nous a proposé des projets au Sénégal, donc finalement à Madagascar. Donc finalement, on peut aller n'importe où, mais il faut pas, voilà, il faut pas courir tous les lièvres en même temps. Et donc, faut faire attention. Quand on vient planter une forêt, on vient la planter pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle réussisse, et pour que d'ici 30, 50 ans, 20 ans, on a un écosystème résilient. Donc si on vient dire vite trop oui et trop rapidement, on se met à risque. Ça, c'est une start-up sérieuse. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Gilles Babinet est arrivé et va pouvoir nous rejoindre pour le débrief, mais a priori, c'est le cas. Donc, juste avant, il y avait une question de Caroline Ricros avec qui je travaille. Oui. Je vous propose qu'on écoute sa question. Oui, bonjour Monsieur Pagès. Moi, ma question, c'est reforester, c'est bien, hein, mais comment vous garantissez que vous ne participez pas seulement à la compensation écologique, qui en fait finalement est contre-productive pour favoriser l'écologie? C'est une Que très... les jeunes arbres Oui. voilà, sont moins efficaces que les vieux. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Il faut sauvegarder d'abord nos vieux arbres. Ouais. C'est extrêmement important. Mais alors ça, c'est lutter contre la déforestation. Ça, c'est un autre sujet. Je suis totalement pour la lutte contre la déforestation. En revanche, nous, là où on intervient, c'est-à-dire que nous, on vient planter des forêts dans des zones où, en fait, il n'y aurait pas eu de forêt sinon. Ces forêts, il faut bien les financer, et on les finance via des mécanismes directs ou via des mécanismes de contribution carbone. Là où, effectivement, ça pourrait être dangereux de faire ce genre de financement, c'est si on acceptait des financements d'entreprises qui n'avaient pas déjà entrepris une stratégie climat, c'est-à-dire une stratégie de baisse de leurs émissions et d'un objectif de zéro émission nette. Et surtout, si on disait, écoutez, on plante des forêts aujourd'hui, okay, et ces forêts-là qui vont pousser pendant 30 ans vont capter un certain volume de carbone qu'on compense immédiatement. Là, si vous faites ça, vous êtes dangereux. Ça, en revanche, c'est extrêmement dangereux. Par contre, nous, ce qu'on fait aujourd'hui... Oui, très rapidement, parce que... Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on dit, en fait, on ne compense que ce qu'on a capté et ce qui a été vérifié, et on choisit des entreprises qui sont déjà dans une démarche de diminution de leurs émissions et de compensation, parce qu'il faut bien compenser une partie. On ne peut pas atteindre zéro, c'est impossible. Merci, Adrien Pagès. Encore une fois, une réponse très sérieuse. Donc, Adrien Pagès de Morpho, une deep tech à suivre. Et nous, on enchaîne avec le reste de l'actualité tech que l'on va commenter ensemble.